Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes lundi 4 avril 2022. Soyez les bienvenus sur M7 Télévision pour vous informer au sommaire de ce journal. Commémoration de l'avènement de la démocratie au Mali par l'ADEMA-PAJ. C'était le week-end dernier et vous le verrez en début d'édition. Et puis, sanctions de la CEDEAO contre le Mali. Quelle compromission pour une sortie des crises? Vous aurez la réponse à cette interrogation au cours de ce journal. Nous aurons également dans cette édition un dossier consacré aux difficultés que connaissent les gargotiers pour écouler leurs marchandises en ce mois de Ramadan. Soyez les bienvenus dans cette édition et comme je l'ai annoncé tantôt dans les titres, mars 1991, mars 2022, la démocratie malienne a 31 ans d'existence. C'est dans cette optique que le parti ADEMA-PAJ a initié ce samedi 2 avril 2022 au Centre international des conférences de Bamako, un panel de haut niveau pour permettre aux acteurs de mars 91 de partager leurs témoignages et leurs analyses avec la nouvelle génération. On en sait plus avec Oumar Kouita. Après 31 ans d'existence, le Mali continue de chercher le chemin d'ancrage de sa démocratie. C'est dans cette optique que ADEMA-PAJ a initié ces panels de haut niveau animés par les acteurs de 1991, basés sur le thème de 26 mars 1991, 26 mars 2022, 31 ans d'existence de la démocratie, où en sommes-nous? Afin de permettre à l'ancienne génération de partager ses témoignages et ses analyses avec la nouvelle génération, pour que celle-ci s'approprie les leçons du passé pour s'engager dans son devoir de génération qui est la construction d'un avenir meilleur pour notre pays. Un officier, Amadou Toumani Touré, prend la décision historique d'arrêter Moussa Traoré en son palais dans la nuit du 25 octobre au 26 mars 1991. La Deuxième République avait vécu. Le CRN et le comité de coordination créent ensemble le comité de transition pour le salut du peuple, CTSP, composé des représentants de toutes les composantes de la coordination, à l'exception du barreau, qui a décidé de retourner au palais de justice. C'est le mouvement de mars 91. Nous n'avions pas les mêmes agendas. On n'avait pas les mêmes orientations, on n'avait pas un programme politique commun. Et le débat n'est pas parti du parti politique. Il a été syndical, ce débat. Et nous nous sommes inscrits dans la moule syndicale en tant qu'association des élèves étudiants du Mali. Les FAMA, c'est nous-mêmes. Dans le cadre des opérations antiterroristes qu'ils mènent pour sécuriser le territoire, il y a eu contre elles des accusations d'exactions qui doivent être tirées au clair. Je pense que c'est l'honneur de nos FAMA, c'est la responsabilité de notre gouvernement de faire en sorte que ces accusations soient tirées au clair pour que nos femmes ne puissent pas continuer à être accusées de ce genre d'accusations. Et si c'est le cas, les mesures doivent être prises pour que le respect du droit humanitaire soit une réalité. Au cours de cette rencontre, il a été également question des acquis, les insuffisances et les déceptions, la question du pouvoir de l'État, la gestion du financement des partis politiques, la corruption et bien évidemment des questions liées aux élections et à la sécurité. Le débat aujourd'hui reste posé, chers amis, chers camarades. Les citoyens maliens, en réalité, sont-ils favorables au principe qui veut que la majorité gouverne et l'opposition s'oppose? Et pour mettre à la place de ce système ce que certains rêvent, comme certains le rêvent, certains de nos concitoyens rêvent, une dictature, entre guillemets, une dictature éclairée. Cela est-il envisageable? On assume quand c'est bon. Quand ce n'est pas bon, c'est les autres. La politique du consensus prônée par ATT, paix à son âme, a été diversement appréciée. Malgré les résultats en termes de réalisation physique salués par les Maliens, si cette politique de consensus, concernant cette politique de consensus, si certains estiment pertinente la participation d'une très large composante de la classe politique à la gestion des affaires de l'État, il y a lieu de se demander, et moi je me suis toujours posé la question, si cette politique n'a pas plutôt contribué à affaiblir les partis politiques.
La moindre des choses que l'on puisse dire à l'issue de cette rencontre est que la question de la démocratie continue de susciter des débats et des controverses dans notre pays. Nous restons toujours en politique, mais cette fois nous parlons de sortie des crises. La tension entre le Mali et la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, qui a conduit à l'embargo, perdure toujours et les effets s'y font sentir à plus d'un niveau. Pour juguler cette crise, des compromissions s'imposent pour le bonheur du peuple malien. Quelles sont ces compromissions? Élément de réponse dans cet élément de Julien Dakité et Oumou Kone. Depuis le 9 janvier, le Mali est sous embargo. Pour trouver une issue favorable à cette situation, plusieurs tentatives de négociation ont juste là été vouées à l'échec. Mais l'espoir de trouver une solution poireuse à l'esprit de bon nombre de Maliens et l'intervention de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique vient confirmer cela. Un homme politique avisé se prononce là-dessus. Voulant faire une négociation, il faut essayer de voir d'abord, est-ce qu'il faut rester sur une position figée ou de voir quelle peut être la solution. D'abord, la première des choses, c'est de voir économiquement qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que le pays souffre, mais ce n'est pas de dire que nous ne voulons pas notre indépendance, nous ne voulons pas être un pays souverain, mais de savoir à court terme, aujourd'hui, actuellement, qu'est-ce que le Mali gagne. Et dans une négociation, il faut toujours voir cela. Ce que je préconise, c'est que le Mali essaie de voir avec la CEDEAO comment instaurer un cadre de dialogue franc. Parce qu'en disant que je ne négocie pas, voilà ma position, je ne bouge pas, nous sommes un pays souverain, ce que nous allons décider, c'est ce que les autres doivent faire. Ça n'avance rien et je pense qu'on est là dans combien de mois dans cette situation. Aujourd'hui, la première des choses, c'est d'instaurer un dialogue franc. Un dialogue franc sur ce dont nous pouvons négocier, ce dont nous sommes capables de pouvoir faire comme avancement et ce que nous ne pouvons pas le faire. Parce que en refusant de rentrer dans le dialogue, en refusant de participer au dialogue, nous ne pouvons que bloquer le processus de sortie de crise. Et là, la population souffre aujourd'hui. Pensons à la souffrance de la population malienne sur le plan économique, sécuritaire, et comment la population peut sortir de cette crise. Espérons que cette fois-ci, ce sera la bonne pour une sortie de crise qui sera bénéfique pour toutes les parties. Rendons-nous à présent à l'intérieur de notre pays pour voir ce qui y fait l'actualité en bref et en images. C'est dans Zoom sur le Mali et c'est signé Fatmata Diallo. Zoom sur le Mali. À Koulikoro, 17 personnes ont été distinguées dans divers secteurs d'activité socio-économiques et culturelles. C'était le 30 mars 2022, à l'occasion de la première édition de la Nuit du mérite régional pour le développement à Koulikoro. Il s'agissait pour les organisateurs de reconnaître les mérites des acteurs qui se sont distingués dans leur domaine d'intervention depuis des années. De bonnes actions de développement sont ainsi encouragées. L'initiative est du Conseil régional de la jeunesse de Koulikoro. À Ségou, plus précisément dans le cercle de Manantali, les établissements scolaires de Manantali sont à grève depuis le mardi 29 mars 2022. Cet arrêt des cours fait suite à une altercation entre un élève du lycée privé de Manantali et un professeur. Tout est parti du refus du professeur de recevoir l'élève avec un bidon d'eau dans la classe. Mécontent, l'élève membre de l'AM fait sortir les autres élèves. Alerté, la brigade de gendarmerie a aussitôt pris l'élève et ses complices. Les autres élèves ont donc décrété une grève. Les pourparlers sont en cours entre les acteurs de l'école pour trouver un terrain d'entente. Et enfin, à Gao, le directeur des informations et des relations publiques de l'armée, colonel Suleiman Damele, a échangé le 31 mars 2022 avec les hommes des médias de Gao, Bourem et Assongo. À cette occasion, colonel Suleiman Damele a rappelé que la presse est un levier important pour la stabilité du pays. Il invite les acteurs des médias à plus de professionnalisme. Le colonel Damele souhaite aussi plus de collaboration entre les journalistes et les militaires pour la réussite du combat contre l'insécurité. C'est tout pour Zoom d'aujourd'hui.
Retour à Bamako pour parler des coupures intempestives de courant en lien avec le travail de coiffeuses. Depuis quelques semaines, les coupures d'électricité deviennent de plus en plus fréquentes à Bamako. Face à cette situation, les coiffeuses nous racontent leur calvaire au micro de Fadi Talfi, Maïga et Fatmata Diallo. Les coupures intempestives d'électricité que nous vivons en cette période de forte chaleur empêchent considérablement les salons de coiffure d'exercer correctement leur métier. Quelques coiffeuses nous racontent leur calvaire. Le problème qu'on rencontre ici, souvent c'est un peu grave. Parce qu'il y a les clients, eux ne font pas de nattes, ils sont tout le temps en perruque. Donc si tu mets perruque là, donc tu vas faire brushing tout le temps. Les clients qui portent des perruques, donc s'ils viennent ici, là, on n'arrive pas à travailler. Donc s'ils viennent ici et s'ils sont pressés, ils vont partir parce qu'il y a coupure de courant. Ça ne peut pas marcher du tout. Et ça nous fait perdre du client, surtout le mois de carême. Là. Beaucoup de gens font des brushing. Coupure de courant, on n'a qu'à arrêter, on n'a qu'à cesser. Sinon, ce n'est pas bon, on n'arrive pas à gagner de l'argent. Sans courant, on ne peut pas travailler du tout. On ne peut pas travailler. Quand il y a les coupures de courant, quand même, là, ça ne nous arrange pas. Parce que quand on finit de faire les défisages, c'est difficile de sécher les cheveux, de faire les bouclages, les lissages et puis les brushings. Et puis parfois aussi, ça peut gâter les séchoirs et les lisseurs aussi. Avec nos clients, quand même, nous-mêmes, ça ne nous arrange pas de voir les clientes assises sous la chaleur. Vraiment, c'est un peu difficile. Si ça pouvait s'améliorer. Mais avoir une cliente assise qui vient donner son argent et voir qu'elle est assise dans la chaleur, vraiment, ça ne nous arrange pas. Bon, sincèrement, si l'État peut améliorer, quand même, ça va nous arranger. Parce qu'avec ces coupures de courant, c'est vraiment difficile de travailler en tant que coiffeuse. Quand il y a les coupures d'électricité, vraiment, on souffre même. Parce que notre métier est beaucoup basé sur le courant. C'est seulement avec l'électricité que nous on travaille. Donc sans le courant, vraiment, on ne peut même pas travailler, on ne peut rien faire. Ça nous fait perdre beaucoup de clients. Parce que quand les clients viennent trouver qu'il n'y a pas le courant, ils sont obligés de repartir et revenir après. On est beaucoup en panne, sincèrement dit. Quand il n'y a pas l'électricité, on ne peut rien faire du tout. On peut rien faire. Il faut que les autorités tiennent compte de ça, voilà, parce que c'est vraiment un problème très important. Parce que le courant, je peux dire même 90% même des hommes de métier travaillent avec le courant. Tout le monde travaille avec le courant. Le courant est très important. Donc sans le courant, vraiment, on ne peut rien faire. Donc moi, je pense que vraiment l'électricité, c'est vraiment quelque chose d'important. Il faut qu'ils prennent ça au sérieux pour qu'il y ait au moins de coupures, quoi. Voilà. Oui, il y a un peu de problème ici. Le problème de courant. De fois, surtout week-end, courant coupe pendant la week-end. Il y a deux clients qui viennent, mais ils vont partir encore s'il n'y a pas courant. Cette situation récurrente n'est pas sans conséquences. En plus de la perte de la clientèle, ces coupures causent assez de dégâts matériels chez nos coiffeuses qui ne souhaitent qu'une solution idoine soit trouvée à ces coupures, source de plusieurs désagréments. À présent, un autre dossier, mais cette fois-ci, nous parlons des difficultés que connaissent les tenanciers de gargotes pendant ce mois de Ramadan. Le mois de Ramadan est synonyme d'arrêt de beaucoup de pratiques. Il est rare de voir des citoyens manger au vu et au su de tout le monde. Cet état de fait constitue une mévente chez les tenanciers de gargotes et de restaurants. Certaines font l'effort de s'adapter à ces rythmes imposés par ce mois. Elles nous en disent plus sur leur mévente au micro de Penda Sidibé et de Maïsata Diallo. Tel que prescrit par la religion musulmane, le mois de Ramadan est un mois de privation et de repentance. De ce fait, manger devient une habitude nocturne, toute chose qui amoindrit la fréquentation des gargotes et restaurants. Nous, on vend ici, mais il n'y a pas de marché. Chaque fois, on diminue un peu la quantité qu'on prenait avant. Les gens gênent, donc on a moins de clients. Avant, c'était mieux que maintenant. Nous vendons même le soir, mais malgré cela, il n'y a pas de marché. Avec le Ramadan, on a beaucoup diminué nos quantités de nourriture. Maintenant, on prépare une toute petite quantité. Le soir aussi, on vend un peu, on se débrouille un peu. Sinon, on a beaucoup de difficultés maintenant, mais ça va passer. C'est juste le mois
des ramadans. Nous vendons un peu. On a beaucoup diminué la quantité de nourriture, bien avant le début du ramadan. Mais c'est ce mois qui est difficile. On prépare une toute petite quantité, on ne gagne même plus. On vend seulement pour combler les vides. Cependant, ce mois est aussi propice à certaines restauratrices qui ont opté pour la vente des mets de rupture du jeûne. Cela leur permet de combler un peu la mévente qu'elles subissent. Je vends de la bouillie et du quinqueliba le soir et de la soupe, de viande ou de poisson. Ça nous aide un peu. Je vends un peu de sauce de bœuf parce qu'il n'y a pas beaucoup de clients, mais seulement durant le ramadan. Par rapport à l'année dernière, la quantité a beaucoup diminué. Depuis le début du ramadan, c'est hier qu'on est venu me demander une sauce oignon. Mais franchement, les gens n'ont pas d'argent. Les clients même le disent. Ils ont envie de manger, mais ils n'ont pas d'argent. Ces tenanciers de gargotes avancent que le mois de Ramadan est venu renchérir leurs difficultés. La cherté de la vie, due à la flambée des prix des denrées de première nécessité, élément déclencheur. À présent, mettons le cap sur l'international pour voir ce qui marque également l'actualité. C'est dans la page internationale et c'est signé Penda Sidibé. Le président burkinabé, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, a reçu ce dimanche une délégation de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest à CEDEAO, avec à sa tête le président de la commission Jean-Claude Cassibrou. Les émissaires de l'organisation sous-régionale étaient porteurs d'un message du président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, Nana Akufo-Addo. Ce message a trait essentiellement aux récentes discussions qui se sont tenues lors du sommet extraordinaire de la CEDEAO du 25 mars dernier. En République démocratique du Congo, les autorités et les responsables de la MONUSCO ont rendu hommage à samedi à 8 casques bleus qui ont péri mardi dans le crash d'un hélicoptère dans la zone de Rutshuru, théâtre de combat entre les FARDC, les forces armées de la République démocratique du Congo et les rebelles du M23. Des rebelles accusés d'avoir abattu l'appareil de la MONUSCO contestent la version des autorités congolaises. L'ONU n'exclut aucune piste et a annoncé l'ouverture d'une enquête. 6 Pakistanais, un Russe et un Serbe ont perdu la vie dans ce crash alors qu'ils étaient en mission de reconnaissance au-dessus de cette zone trouble. Ce dimanche, à Luanda, ils étaient des milliers à s'être réunis pour une messe en commémoration des 20 ans de la fin de la guerre civile en Angola. Un événement en présence du président João Lourenço, venu avec son épouse. Plusieurs autres politiciens avaient aussi fait le déplacement. La guerre civile a frappé l'Angola entre 1975, date de l'indépendance du pays, et 2002. Et enfin, les dirigeants ennemis du Soudan du Sud, le président Salva Kiir et le vice-président Riek Machar, ont accepté de former un commandement unifié des forces armées, l'une des nombreuses questions non résolues qui débloquent la mise en œuvre du pacte de 2018 visant à mettre fin à 5 ans de guerre meurtrière. Le ministre des Affaires présidentielles, Barnaba Marial Benjamin, a salué l'accord comme une étape nécessaire qui ouvre la voie à un gouvernement stable de la République du Soudan du Sud. Retour chez nous au Mali pour parler des sports avant de refermer ce journal à l'issue du choc au sommet de la 18e journée du championnat national Ligue 1 Orange. Le Djoliba AC s'est imposé sur le strict minimum d'un but à 0 contre l'AS Bakaridjan et chip ainsi la tête du classement à son adversaire du soir. La rencontre s'est disputée ce samedi 2 avril 2022 au stade Omnisport Modibo Keïta de Bamako. Le point avec Modibo Sissoko et Kayatou Bakayoko. Après une semaine de break qui mettait fin aux phases allées du championnat national Ligue 1 Orange, la phase de retour débutait avec ce choc au sommet entre les leaders, à savoir l'AS Bakaridjan de Baraouli contre son dauphin le Djoliba AC. Dans cette rencontre, l'enjeu était de tête puisque le vainqueur prenait la première place au classement. Ainsi, les deux formations offrent du beau jeu et par alternance, chacune des deux ont eu leur temps fort. Par fini, ce sont les poulains du coach Segoussek qui auront gain de cause puisqu'ils l'emportent sur le score d'1 but à 0 grâce à l'unique réalisation de la partie signée Abouakar Diarra Senior. À la fin de la rencontre,
compte, pour l'entraîneur du Djoliba AC, c'est une victoire importante pour la suite des événements, même si elle n'est pas déterminante pour le titre de champion. Je pense que c'est le travail, parce que depuis un certain moment, on avait compris que seul le travail pouvait nous aider à regagner notre place, parce qu'on était leader depuis un certain moment. Baradjan nous a arraché la place et ils sont restés depuis un bon moment. C'est vrai qu'ils méritent beaucoup de respect, parce que ce n'est jamais donné à une équipe de l'intérieur de prendre de dominer le championnat au moins pendant quelques mois. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, c'est une très grande fierté pour moi et pour mes hommes de pouvoir gagner la tête aujourd'hui. Et je sais que cette équipe de Baradjan n'est pas une équipe qui est facile à jouer. En face, il y a un entraîneur qui est très rusé, qui est mon ami, qui est l'un des entraîneurs vraiment avec qui j'ai beaucoup d'affinités. On a la même philosophie de jeu, je savais que ça ne va pas être facile. Peut-être la seule différence qui a été aujourd'hui la clé de ces matchs, on en voulait un peu plus et je pense qu'on a eu l'espoir. Quant à son homologue de Baradjan Baïba, ses poulains n'ont pas démérité. Donc le championnat c'est ça, souvent tu gagnes, souvent tu perds. Aujourd'hui on a perdu. Ça va, on va continuer à travailler. Voilà, donc on a perdu 3 points. Voilà, donc on pouvait gagner ce match, mais donc la chance n'était pas avec nous. Ça fait rien. C'est amer, mais après c'est le championnat. Hein. C'est pas un match aller-retour. Donc on va continuer. Non, même pas. Au fait, le Djoliba, ils sont premiers avec nous avec des buts, mais ils ont perdu beaucoup de matchs. Donc c'est pas la fin du monde. Avec cette victoire, le Djoliba AC chipe la tête du classement à son adversaire du soir, aligne les performances moyennes après un parcours presque héroïque avec plus de 6 matchs sans défaite. Voilà, c'est ici que l'on s'arrête pour ce soir. Merci de nous avoir suivis et passez une excellente soirée en compagnie de nos programmes. Vous pouvez suivre ce journal sur nos différents canaux de diffusion, à savoir la page Facebook et Instagram. Bonsoir et excellente soirée à tous.